Madame la ministre, monsieur le vice-recteur, cher Pascal, monsieur le directeur adjoint en charge des enseignements, mesdames et messieurs les inspecteurs, madame la présidente des conseillers pédagogiques, chère Elsie, mesdames et messieurs les conseillers pédagogiques, mesdames et messieurs les directeurs d'école, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, je savais que la barre serait très haut. Madame la ministre, vous venez d'en rajouter une petite couche, si vous me permettez cette trivialité. L'attente est très forte, on espère, Denis et moi, ne pas vous décevoir totalement, peut-être même pas vous décevoir du tout, ce serait notre ambition. Notre mission est en 3 temps. Un premier temps qui a été un temps d'observation pendant le début de la semaine. Premier retour, premières impressions. A priori, on ne voit pas de différence entre les classes de la Polynésie française et puis ce que je vois depuis des années dans mes fonctions d'inspection. Le deuxième temps, c'est aujourd'hui, cette rencontre. Nous espérons aussi, Denis et moi, que ce sera une rencontre. Bien sûr, il y aura un temps d'exposer, on a du temps, donc on va pouvoir exposer assez longuement en espérant ne pas vous lasser. Et puis, on aura un temps d'échange. C'est un peu difficile de communiquer avec une salle comme la vôtre, très très impressionnante, mais on essaiera d'avoir un dialogue, parce que je crois que répondre à des questions, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis un troisième temps, pour nous aussi également important, c'est le temps de formation des conseillers pédagogiques. Et là aussi, je voudrais saluer cette initiative, nous voulons saluer cette initiative originale, une association qui prend en charge la formation, en liaison avec l'institution, mais c'est bien une démarche volontariste, et on sait bien que la formation, ça part d'abord des besoins exprimés, des envies et des questions que l'on se pose. Il y a trop souvent de sessions de formation. J'ai une fille qui est professeure des écoles, et je sais qu'elle revient quelquefois de grandes conférences pédagogiques en me disant tout l'intérêt qu'elle y avait pris, mais quand même. Donc vous voyez, je suis dans cet état d'esprit très partagé, impressionné par votre ensemble et espérant quand même tenir quelques propos qui pourront aider à cette refondation qui est en cours sur l'ensemble du territoire. Et Madame la ministre vient de parler également de refondation du système ici. La tâche pour moi est un peu compliquée. Après tout, j'ai choisi le titre, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours eu plusieurs pôles d'intérêt dans ma carrière professionnelle et dans mes engagements. Un intérêt pour l'enseignement primaire. J'ai exercé il y a longtemps comme professeur d'école normale, comme inspecteur de l'éducation nationale, et à l'inspection générale, j'étais depuis 12 ans en charge des mathématiques au sein du groupe d'enseignement primaire. Et puis un deuxième champ, j'ai toujours été passionné par les questions de nouvelles technologies, quand elles s'appelaient nouvelles technologies, par l'informatique avant et par le numérique maintenant. Et je trouve que dans les nombreuses conférences que j'ai pu faire sur le territoire depuis des années, eh bien mes champs d'intérêt se sont rarement croisés. Donc aujourd'hui, ma difficulté pour construire un exposé, c'était de parler des mathématiques à l'heure du numérique, et donc de ne pas mélanger les discours. On va essayer de faire les deux. Je voudrais aussi adresser des remerciements à Madame la ministre. J'ai beaucoup appris dans notre rencontre d'une heure à Paris. Ça m'a orienté dans ma réflexion, donc merci. Merci aussi pour vos propos d'accueil. D'ailleurs, un merci général aussi à tous, parce que l'accueil ici, on savait qu'il serait chaleureux, mais c'est au-delà de ce qu'on imaginait. Merci aussi à Monsieur le vice-recteur, cher Pascal. J'ai grand plaisir à te retrouver ici. Je sais ta sensibilité particulière sur le champ du numérique. On a pu suivre tout ce que tu avais fait au niveau de l'ONICEP. Et puis, merci aussi sur les propos sur les SP, parce que je crois qu'il y a effectivement, dans le cadre de la refondation avec les SP, ce nouveau lien qui est à créer entre le terrain et la recherche. Et là, je voudrais aussi dire un mot maintenant, particulièrement pour les conseillers pédagogiques. Cette mission, cette fonction qui a un demi-siècle, les conseillers pédagogiques sont nés en 1963, vous voyez, calcul mental. Donc, 1963, par rapport aux inspecteurs, quand on a essayé de structurer le système éducatif, quand on l'a créé au XIXe siècle, les inspecteurs sont arrivés dans le paysage
avec un ministre qui s'appelait Guizot, c'est lui qui a finalement fondé le premier l'école avant Jules Ferry, 1933. Donc vous voyez, il a fallu un peu plus de 100 ans, on va dire 130 ans pour être précis, pour que les conseillers pédagogiques arrivent. Et pourquoi des conseillers pédagogiques? D'abord pour la qualité du système éducatif. Je pense qu'il faut saluer le travail de ses collègues, qui n'est pas facile. C'est après tout pas facile de quitter sa classe et puis de prendre une responsabilité auprès d'un inspecteur et d'essayer après de faire bouger le système par une médiation. Moi, je vous invite tous, les collègues enseignants, à accueillir au maximum les conseillers pédagogiques dans les classes. Je crois que le travail se fait dans la classe, et c'est avec la présence de quelqu'un dans la classe, un observateur, pouvant rendre compte de ce qu'il voit, qu'on peut imaginer des solutions. Les conseillers pédagogiques ont un métier de formateur, d'innovateur et d'expérimentateur. Je distingue les termes. Innovation, on a à la valoriser beaucoup dans le système éducatif. Elle existe partout, c'est une force pour le système. Il faut innover, pas pour le plaisir d'innover, c'est que celui qui innove, il réfléchit, et inversement. L'expérimentation est moins fréquente. J'ai eu le plaisir de faire l'an dernier un rapport sur les expérimentations. Dans le jargon, on dit expérimentation article 34, parce que c'est un article dérogatoire de la loi de 2005. Et on a vu qu'il n'y avait pas assez d'expérimentation. Qu'est-ce que c'est une expérimentation? C'est la possibilité de mettre en œuvre quelque chose avec une validation universitaire. Donc c'est là qu'est le lien, et c'est là que les SP, une expérimentation, on définit un protocole, on prend des groupes témoins et on voit que si ce qu'on a pensé peut être efficace. Je pense que notre système a besoin de beaucoup d'expérimentation. Vous avez la chance ici d'avoir une équipe fournie, abondante, généreuse de conseillers pédagogiques qui prend des initiatives. Je vais leur rendre cet hommage et dire toute la confiance de l'institution dans cette fonction de conseiller pédagogique. Merci à eux. L'actualité nous parle beaucoup, tous les jours, nous apporte des événements sur l'éducation. Hélas, ces événements sont souvent des événements tristes. On nous parle des difficultés du système, de son peu de réussite. Hier soir, regardant la télévision nationale, 2 informations sont données, ou plutôt une hier soir, une ce matin. Hier soir, c'était un maire d'une petite ville, j'ai oublié le nom, de l'Est de la France, qui nous disait « Eh bien, pour Noël, mes chers administrés, vous allez recevoir un chèque de 150 € pour payer une tablette à vos enfants s'ils sont à l'école élémentaire. » Et le témoignage qui était auprès des... Alors, 150, c'était amortir un peu le coût d'une tablette, qui est quand même plutôt, sur une tablette de qualité, plutôt quand même à 300 ou 400 €, voire 500. Et il y avait des interviews de parents qui suivaient, qui disaient c'était formidable, on va pouvoir faire des multiplications avec nos enfants. On a là, dans cette remarque simple, on a là un élément qu'on doit travailler à fond. Le numérique, je n'ai pas commencé la conférence, le numérique, ce n'est pas les technologies, ce n'est pas d'abord les technologies. J'ai vu beaucoup de matériel, des vidéoprojecteurs, des tableaux interactifs dans les classes que j'ai visitées. J'en ai même vu en fonctionnement, et j'ai même vu des fonctionnements pertinents. Mais ce n'est pas essentiellement ça. C'est vrai qu'avec un tableau interactif ou simplement un vidéoprojecteur, on peut faire des choses qui permettent de mieux visualiser les choses, de mieux capter l'attention, de mieux présenter. On peut même maintenant, avec des boîtiers réponses, faire remonter rapidement les réponses des élèves. On peut montrer tout ça. On peut, avec une tablette, photographier ce qu'a fait un enfant, si c'est juste le comparer, etc. Voilà, on peut faire plein de choses. Mais entrer dans le monde numérique, ce n'est pas ça. Entrer dans le monde numérique, c'est peut-être s'interroger sur ce qu'est l'école aujourd'hui. J'essaierai de donner des réponses, et puis je citerai des ouvrages tout à l'heure qui donnent des réponses plus complètes que ce que je peux faire. Mais de mon point de vue, la première chose d'une école numérique, c'est un continuum. C'est-à-dire que l'école numérique, c'est quelque chose qui est en continu entre des temps dans des lieux et du hors-temps scolaire. Là aussi, si on faisait un petit peu d'histoire de l'éducation, simplement, on s'apercevrait, à l'échelle humaine, quand j'étais élève, je bénéficiais de 30 heures de cours. Aujourd'hui, les élèves sont sur un rythme qui est de 24 heures ou 26 heures par semaine. Donc on a perdu
une fraction de temps que je vous laisse calculer, mais qui est non négligeable. Or, les apprentissages sont encore plus compliqués à faire aujourd'hui qu'avant. On a ajouté des disciplines, par exemple. On n'avait pas, donc les fondamentaux, comme disait Madame la ministre tout à l'heure, les fondamentaux, il devient difficile de les trouver. Donc, si je reste sur l'école numérique, la première chose, c'est le continuum. Le continuum entre les parents, qui ont des exigences, ou certains qui n'en ont pas, et puis l'école. C'était le sens de toutes les réflexions qui ont eu lieu depuis des années. On a le dernier mot, c'était le PEDT, le projet d'éducation territoriale. Il y en a eu d'autres avant. Il est vraiment très important de donner du sens aux mots, notamment au mot projet. Et le mot numérique, c'est quelque chose qui permet de faire vivre des projets de continuité des apprentissages entre l'école et le hors-école. C'est le premier élément. Je ne crois pas que l'école soit menacée. Je ne crois pas que demain on aura moins d'enseignants. Je pense qu'on aura davantage d'enseignants, mais qu'on aura davantage d'attention à porter à chaque élève grâce et à cause du numérique. Ça, c'est le premier point de cette petite remarque que j'entendais hier. Je tirais cette réflexion-là. Puis ce matin, lisant, comme chaque matin, le café pédagogique, toujours averti, je lisais dans le café pédagogique quelque chose sur les micro-lycées. Alors je m'éloigne un peu de l'école élémentaire pour un instant. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais grand témoin, c'est une fonction, dans une journée dans un lycée tout neuf, qui est le lycée du Bourget, donc au nord de Paris. Grand symbole, c'est un lycée tout neuf qui est dans les locaux de l'ancienne école normale. Il n'y a plus d'école normale, mais dedans, il y a un lycée. Dans ce lycée, il y a un lycée, justement un micro-lycée. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-lycée, finalement? Vous lirez l'ouvrage qui vient de paraître sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est une conception très différente de la relation à l'enfant, dans lequel le maître mot est le mot confiance. Confiance dans nos enfants, confiance dans les adolescents, confiance dans des élèves qui sont en difficulté, qui ont décroché, qui essaient de raccrocher, et qui ont leur intelligence, qui est aussi vive que d'autres. Je pense qu'on a à penser ça. En pensant ça, je citais, en visitant des classes, je pensais à un des plus grands athlètes français, qui est Jean Galfionne, que chacun connaît probablement de réputation. Hein. Il a été champion olympique, il a été champion du monde. Et ce garçon expliquait un jour à la radio qu'il avait été élève de CPPN. Il avait été en difficulté, il avait des difficultés probablement comportementales à comprendre, et il a fallu qu'un maître le repère, le fasse passer en section sport-études pour qu'il comprenne non seulement qu'il était bon en sport, mais qu'il était bon tout court, et qu'il avait des qualités humaines et des potentialités. Cette confiance qu'un maître accorde à un élève, elle est fondamentale. Les micro-lycées, c'est ça. Alors je crois que la première fonction de l'enseignant, ce n'est pas d'évaluer ses élèves. Je parlerai avec les conseillers pédagogiques de ces questions d'évaluation. J'ai été en charge des évaluations nationales en mathématiques pendant tout le temps où vous en existez. Donc je vois bien comment fonctionnent les évaluations. C'est intéressant. Il faut évaluer, mais il faut construire. Et il faut que ces évaluations soient positives. N'abusons pas du tampon rouge avec la personne qui fait la tête et insuffisant. Encourageons nos élèves. Je commence ma conférence. Nous sommes convenus, Denis et moi, de nous séparer les tâches. Je dois vous dire que j'ai grand plaisir à faire cette mission avec lui parce qu'on a beaucoup travaillé, même si on ne se voyait pas tellement souvent. Pour nous, c'est un plaisir d'être ensemble pendant 15 jours, c'est jamais arrivé. Mais on a beaucoup travaillé sur les questions de fond sur l'enseignement des mathématiques. Et Denis, à travers son ouvrage sur le calcul entre sens et technique, nous a vraiment indiqué une voie qui est fondamentale. Donc je lui ai laissé, si j'ose dire, toute la partie calcul. Donc je vais faire un exposé en étant très frustré de ne pas calculer, mais simplement en parlant du nombre et de la numération. Donc c'est la répartition. Et il a introduit un certain nombre de mots-clés que je n'ai pas donnés, je vais lui laisser, mais qui sont sur les questions d'automatisme et de compréhension, qui sont vraiment tout à fait importants. Moi, j'ai été frappé, en arrivant à l'inspection générale, finalement, je n'ai pas encore commencé, j'ai été frappé en arrivant à l'inspection générale en 2002 par
le paysage qui s'offrait à nous en matière de programmes. En 2002, les programmes arrivaient, et je les trouvais tout à fait, je n'avais pas participé du tout à leur élaboration, j'étais dans d'autres fonctions, je les trouvais tout à fait comparables à ceux que j'avais connus quand moi j'étais jeune professeur d'école normale, à la fin des années 70. Et je retrouvais là, au cœur de ces activités, la notion de situation-problème et de problème, avec un leitmotiv qui était faire des mathématiques, c'est chercher, c'est faire des problèmes. C'est vrai. C'est tellement vrai qu'il ne devrait pas y avoir à l'emploi du temps, petit conseil, de séances de problèmes. Les problèmes sont tout le temps, partout. Mais j'ai trouvé aussi que les problèmes étaient vraiment trop compliqués, vraiment trop complexes. Je pense qu'il faut avoir une idée précise de ce que l'on veut faire à chaque classe, à chaque cours, et tout peut être problème, mais il faut vraiment leur donner des problèmes à leur portée. Et que pour résoudre des problèmes, il faut avoir appris à résoudre ces problèmes. Un chercheur, Alain Mercier, a dit que le problème en mathématiques, c'était le problème. Et je crois qu'il avait raison. Alors, ce qui est paradoxal dans notre... sans voler le terme à Denis, je ne sais même pas si c'est un paradoxe, c'est que quand on traite des mathématiques, en France, eh bien, la France est excellente. On va passer à la diapo numéro 1, et c'est là qu'il faut que je me dise où est-ce que j'ai mis la télécommande. Voilà. Je ne parlerai pas aussi longtemps sur chaque diapositive. Voilà. La France brille, c'est notre premier champ de recherche. Vous savez, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Certains savent certainement pourquoi. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Il y a les médailles Fields. Les médailles Fields, je vous rappelle, c'est au maximum 4 médailles tous les 4 ans, les années olympiques. Depuis 1936, mais il y a eu une interruption, donc je vous ai mis que depuis 1950. Presque à chaque fois, la France a des lauréats. Le dernier, Arthur Avila, au mois d'août, conférence mondiale des mathématiques. Je vous rappelle que c'est des chercheurs de moins de 40 ans, contrairement au prix Nobel. Et oui, un prix Nobel, ça couronne une œuvre. Alors peut-être qu'en mathématiques, l'œuvre, elle est faite jeune. C'est possible. La plupart des gens ont trouvé des choses à l'âge de 20 ans. Par exemple, celui qui vient de décéder la semaine dernière, Alexandre Grothendieck, il y a eu de nombreux articles dans la presse, il avait pratiquement fait toute sa carrière à 20 ans, 30 ans, et d'ailleurs après il s'est évanoui un peu, si j'ose dire, dans la nature. Voilà, il a été en rupture avec le monde qu'il ne comprenait plus dans son évolution, notamment pour des questions environnementales. Ce qu'il faut voir dans ce palmarès, c'est qu'on est le deuxième pays, presque à égalité avec les États-Unis, et que nous sommes une vitrine, on attire. Arthur Avila, c'est un chercheur français né au Brésil. Quand il a eu 20 ans, il s'est dit « je poursuis ma carrière en France parce que c'est là qu'il y a les meilleurs chercheurs ». Si vous prenez Ngo Bao Chao, je ne sais pas comment on prononce, pardonnez-moi, il est moins médiatique que Cédric Villani, c'est pareil, il est venu en France parce que c'est une excellente école de chercheurs. Mais l'enseignement des maths en France pourrait certainement être meilleur. Je vous l'ai dit, les problèmes sont la principale difficulté. Quand on mesure avec les évaluations nationales, on voit que les acquis sont très fragiles. On s'aperçoit aussi, je tire un enseignement très global, que finalement les scores dans les évaluations nationales ne distinguent pas de catégories particulières de difficultés. Les élèves peuvent réussir finalement dans tous les compartiments, que ce soit des exercices de réflexion, de construction. Finalement, ce que l'on voit quand on fait ces évaluations nationales, c'est que c'est le niveau de difficulté qui fait difficulté, tout simplement. Les élèves peuvent réussir partout. Alors, sommes-nous trop exigeants? Voilà une question. Sommes-nous trop exigeants? Devons-nous modifier les évaluations de façon que les élèves réussissent mieux? C'est une question. Parce qu'après tout, les évaluations normées, comme le mot l'indique, c'est par rapport à une norme, une référence. On a choisi d'avoir 60% de résultats aux évaluations nationales. Évidemment, dans les discours après,
eh bien on le dit, les élèves ne sont pas très bons, puisqu'ils réussissent à 60%. On aurait pu choisir 80. Vous voyez, c'est ça le problème. Réfléchir aussi à ce que l'on fait dans les évaluations. Un universitaire français, mathématicien, André Antibi, parle de la constante macabre de l'évaluation. Parce que lui, il pense qu'il faut changer vraiment l'évaluation, faire en sorte qu'on fasse disparaître les courbes de Gauss pour avoir vers des courbes de réussite, faisant réussir chacun. L'idée de supprimer totalement le redoublement qui peut heurter certains parents, dire qu'on supprime le redoublement, c'est faire confiance à des rythmes différents des élèves. Différencier la pédagogie, c'est penser à chaque élève à chaque instant, lui donner ce qu'il sait faire et le faire progresser. C'est complexe. Ben oui, le métier qu'on fait est un métier complexe. Alors, un de nos soucis aussi sur les mathématiques, c'est de voir que quand on vous interroge, quand on interroge les enseignants, là j'ai repris quelque chose que j'avais mis dans le rapport que j'ai fait en 2006, eh bien quand on vous demande quelles sont les disciplines qui vous posent problème dans l'enseignement élémentaire, les mathématiques, c'est à peine si elles apparaissent. Évidemment, dans la liste, s'il y a l'informatique, s'il y a les langues vivantes étrangères, eh bien c'est en haut de la liste. Les variations, c'est parce que je n'ai pas pu mettre tout le tableau ici, ça aurait été trop compliqué. Il y a des variations selon les années, selon les générations d'enseignants, donc c'est un peu compliqué. En gros, on voit quand même une hiérarchie. C'est l'informatique et les langues vivantes étrangères qui sont les plus difficiles. Et il y a une raison pour laquelle les mathématiques n'apparaissent pas comme une discipline qui pose problème à l'enseignant, c'est parce qu'il y a des outils et des fichiers qui sont bien faits. Mais il faut vraiment s'interroger si on fait des mathématiques quand on suit un fichier. Certes, on peut apprendre à colorier sur un album à colorier. On n'apprend pas à dessiner. On fait du coloriage. Vous voyez ma pensée sur les fichiers. Au passage, ça coûte bien cher, les fichiers. Nos amis éditeurs ont trouvé un filon extraordinaire, parce que ça se renouvelle tous les ans. Quand j'étais à l'école, il y avait des livres, on les faisait durer, on n'écrivait pas dessus. Et avec le numérique, je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'économies. Hein. Bien. Alors, la loi du 8 juillet 2013, au passage, il n'y a pas tellement de lois dans le système éducatif français. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de lois, mais pour le système éducatif, certes, il y a des lois sectorielles, mais les lois s'enchaînent avec une certaine cohérence, quels que soient les gouvernements. Si je remonte simplement sur le dernier demi-siècle, à quelques années près, je dirais qu'il y a 4 grandes lois. Une loi en 1959, essentielle, qui allonge la scolarité à 16 ans et qui va faire disparaître les filières. Une loi 16 ans après, 1975, qui instaure le collège unique, qui finalement tire la conséquence de la première. Une loi en 1989 qui la continue en supprimant les instituteurs, faisant des professeurs des écoles, créant les IUFM, donc élevant le niveau de formation. Une loi en 2005 qui institue le socle, qui avait été pensé à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, et le temps qu'il a fallu au système. De ce socle découlent des programmes, mais comme on n'était pas habitué, les programmes de 2008, ici 2012, recherche de cohérence, mais vous connaissez les programmes, vous voyez comment ils sont structurés. Les programmes aujourd'hui, c'est des listes de connaissances par discipline, et à la fin, vous avez la cohérence avec le socle. Et là, en 2013, on renverse la problématique. Mon ami Denis travaille dans les groupes qui font les programmes. Et donc, on peut penser que la cohérence qui va apparaître, elle sera inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un socle, on va en dire quelques mots tout à l'heure, et la cohérence, ce serait que de ce socle découlent des programmes, et pas l'inverse. Vous voyez pourquoi on change les programmes? Pour qu'on ait cette cohérence-là. Et le point très fort de cette loi de 2013, c'est que très haut dans les articles, l'article 4, on l'oublie souvent, mais les législateurs ont voulu que les connaissances données aux enfants soient construites dans la société contemporaine de l'information et de la communication. C'est dit dans la loi. Le rouge, c'est moi qui l'ai mis. Mais dans la loi, c'est écrit comme ça. Comment ça peut se faire? Certes, en mettant ça, en le rappelant dans le socle,
c'est fait dans les programmes, mais certainement, et ça c'est une invitation, si j'ose dire pressante, si je peux me permettre, à penser à chaque instant que dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, eh bien on est dans cette société-là. C'est-à-dire que l'enfant, de toute façon aujourd'hui, il a des outils à sa disposition, le numérique est là, il apprend avec le numérique. Et cette société, eh bien, il faut aider à y entrer à l'école. Cette loi, finalement, il y a 3 éléments forts. Le numérique, qui est dans tous les articles, avec la création d'un service du numérique éducatif, il y a une direction qui vient de naître au ministère. La création des SP, j'en ai dit un mot, c'est fondamental, c'est plus les UFM, c'est pas une critique forte des UFM, c'est que les SP, c'est autre chose, c'est cette liaison entre la pratique, le terrain et la recherche. Et puis un nouveau socle, je viens de le dire, qui a une ambition, créer des programmes nouveaux, de nouvelles modalités d'évaluation. Dans le socle tel qu'il est aujourd'hui, l'évaluation est mise en premier, pour bien signifier que tout dépend de ça. Donc il faut repenser l'évaluation, très important de repenser l'évaluation, et une nouvelle dynamique pour l'innovation et la recherche pédagogique. Ce numérique, ce monde numérique, il est issu des mathématiciens. J'ai voulu mettre ici 3 noms des pères de l'informatique, simplement pour rappeler leur date de naissance. Et pour dire que ce dont on parle de ce monde numérique qu'on voit construire et qui se construit souvent sans nous, eh bien, il est dû à des chercheurs mathématiciens qui sont nés au début du XXe siècle. Alan Turing a été, on peut dire, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a déchiffré les messages envoyés par l'Allemagne et qui a donc conduit au succès que l'on sait des Alliés. Claude Shannon est connu pour être le père de l'information. Et donc, de ces recherches en mathématiques est née une branche, l'informatique, une branche qui s'est autonomisée et qui est devenue non seulement une technique, mais une industrie, et également qui a des revendications aujourd'hui d'un enseignement, d'une nouvelle discipline. Pour l'instant, on a, j'en parlais avec le collègue IPR de mathématiques, on a, et vous l'avez ici dans 3 lycées, l'ISN, cette spécialité en terminale S qui va se généraliser, ça veut dire informatique et société du numérique, mais il va y avoir, dès 2016, un enseignement d'informatique dans le socle. Je pense que ce sera au collège. Mais l'informatique, ce n'est pas le numérique. L'informatique a permis d'aller vers le numérique grâce à la puissance extraordinaire des ordinateurs, à la connexion entre les communications et l'informatique, et on a vu naître successivement le réseau Internet, à la fin des années 60, à ARPANET, Internet, etc., et surtout le web. Le web, qui est né il y a exactement 25 ans, 1989, Tim Berners-Lee, et dont on a vu les évolutions. Prenons tous conscience ici, et rappelons-nous que le web est né de la communauté scientifique pour les scientifiques. C'est une communauté de savoir. Et que ce web a été rattrapé par 2 champs. D'abord le champ des marchands, et ensuite le champ social. Le web, les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus récent. Facebook, c'est 2004. Ça a 10 ans. Vous avez vu à quelle vitesse ça a évolué. C'est extraordinaire. Et donc, quand on pense à l'école, d'ailleurs, à ces questions de Facebook, etc., on pense protection des identités. Identité, protection, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. Éduquer, ce n'est pas seulement se protéger. Quand je visite beaucoup de collèges et de lycées, je vois une première nécessité, c'est de changer les règlements intérieurs. Tout à l'heure, le collègue a dit, vous fermez vos téléphones, vos smartphones. Je n'ai pas demandé ça, moi. Dans les amphis aujourd'hui, Denis le sait bien, quand un enseignant enseigne aujourd'hui, il a face à lui des étudiants qui sont tous connectés. Et vous ne savez pas ce qu'ils font. Dans la plupart des interventions que je fais, où il n'y a pas de consigne, les écrans sont allumés, on prend des notes ou pas. Et d'ailleurs, moi-même, quand je suis dans l'assistance, quelquefois j'écoute, mais d'autres fois, on est en double tâche. Ce qui est très difficile, on pourra parler double tâche et automatisme.
Eh oui, pour faire des doubles tâches, il faut qu'il y en ait une qui soit automatisée. Sinon, difficile. Donc il faut penser à l'évolution du monde. On peut avoir de grandes inquiétudes. Le monde est dominé aujourd'hui, non pas par... le monde n'est pas organisé finalement. Désolé, Madame la ministre est partie. Mais le monde politique a perdu beaucoup de pouvoir. La société s'est mondialisée indépendamment du pouvoir politique. Le monde est dominé par le GAFA. Le GAFA, ce n'est pas le G20. C'est ce que c'est le GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. Et l'école se construit avec eux. La seule force de réaction que l'on a dans le monde, c'est l'école. Et c'est vous. Ça veut dire qu'il faut éduquer à ces questions-là. Je vous ai mis ici un certain nombre. Ça, je vais passer vite, parce que je vois que je suis plus long. Non, quand même, je ne vais pas passer vite, parce que j'ai cité Madame la ministre. Donc, c'est sa lettre de rentrée. Elle a reprononcé les mots tout à l'heure. Zut. Je crois absolument à ce qui est écrit ici. La société, elle est mondialisée, elle est ouverte, elle est riche de sa culture, de toutes ses cultures, elle est irriguée par le numérique. Il faut donc penser à une pédagogie du numérique pour le numérique avec le numérique. On peut employer toutes les prépositions que vous voulez. Et nos enfants sont effectivement, et nos adolescents ne sont pas à égalité. Il y a une formule qui est assez banale mais très juste. La rupture, on a employé le mot rupture, la rupture, elle n'est pas entre ceux qui ont les outils et ceux qui ne les ont pas. Vous le savez. Elle est entre les usages, ceux qui savent utiliser et ceux qui ne savent pas utiliser. Et pour savoir bien utiliser, il faut les enseignants. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis ici 7 références que j'aime beaucoup, pour avoir rencontré à peu près tous ces gens-là. Ça va de ceux qui s'interrogent fortement sur l'école et qui pensent ça en termes de tsunami numérique avec Emmanuel Davidenkoff, est-on prêt à tout changer, jusqu'à la fin de l'école, Béatrice Mabilon-Bonfils et François Durper, qui sont 2 universitaires qui travaillent dans la même université que Denis, qui s'interrogent sur la fin de l'école et qui parlent d'une cosmo-éducation. Siva Vaidyanathan s'interroge, lui, sur la googlisation de toutes choses et est très inquiet, c'est un universitaire américain, lisez-le. Michel Vievorka pose les questions en termes humanistes. C'est un livre qui invite tous ses collègues sociologues à se pencher sur l'humanisme numérique. Bruno de Vauchel s'interroge sur les lieux de savoir, quels sont-ils aujourd'hui? Et le dernier ouvrage qui vient de sortir d'André Tricot, qui est un psychologue de l'éducation, Apprendre avec le numérique, où il prend 11 questions qui sont des idées reçues et il les traite. Apprend-on mieux avec le numérique? Voilà l'exemple type d'une mauvaise question. Apprend-on mieux avec le numérique? Est-ce qu'on a essayé de savoir si on apprenait mieux avec le tableau noir, ou vert, ou blanc? On n'apprend pas mieux avec le numérique, mais on apprend avec le numérique. Si on a pensé l'outil et les formes d'apprendre. Alors quand on a tout à sa disposition, que Google nous donne tout, tous les bouquins du monde, je n'ai pas le temps, mais vous taperez sur votre ligne de votre moteur préféré, vous taperez 842 par 345. Si vous ne l'avez jamais fait, faites ça dans la barre de recherche. Vous verrez que vous avez la réponse tout de suite. Inutile d'avoir des calculettes, puisque le moteur de recherche vous donne tout de suite. Et sans même insister, il pose l'opération. Ah oui. Maintenant, si vous allez regarder photomath.net sur votre calculette, vous avez un livre, un fichier, avec des exercices de maths. On va vous demander de faire x3 moins plus x2 plus x moins... Vous photographiez ça, clic, et vous avez le résultat de l'équation, et vous avez le processus. Ah oui, il faut expliquer après comment... Mais ça ne nous dit pas comment on fait des équations. Hein. Mais le monde change. Je vous ai mis aussi quelques références en mathématiques, si vous voulez aller un peu plus loin. Évidemment, en premier, le livre que j'ai cité de Denis Butlen, qui est pour moi fondamental. J'ai cité aussi Stanislas Dehaene, qui est un ouvrage un peu ancien, mais qui a été revu, 1997. Il explique très bien comment fonctionne le cerveau.
professeur au Collège de France, spécialisé de neurosciences, beaucoup de recherches. Michel Fayol, psychologue éminent. L'acquisition du nombre, qui est un ouvrage qui est parti d'un plus ancien. J'ai déjà cité Cédric Villani. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le cerveau d'un mathématicien, lisez l'ouvrage de Cédric Villani. Je vais vous dire 2-3 choses. Parce que ça peut nous faire une compréhension de ce qu'on demande à nos élèves. Qu'est-ce que c'est pour Villani, quand je lis son livre, qu'est-ce que c'est pour lui de faire des mathématiques? Donc dans son petit livre, son livre de poche, il explique comment il est arrivé à démontrer le théorème qui l'a conduit à avoir cette médaille Fields. Il y a des pages qui sont des pages mathématiques. Je ne comprends absolument rien de ce qu'il écrit en mathématiques. Je pense d'ailleurs que M. l'inspecteur pédagogique régional des mathématiques serait peut-être lui aussi pourrait dire la même chose. Je ne sais pas s'il a lu l'ouvrage, on ne se voit pas ici. Mais bon, même si vous êtes agrégé en mathématiques, vous ne comprenez pas ce dont il parle. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas plus de 50 personnes sur la planète qui peuvent comprendre son théorème et sa démonstration. N'empêche qu'il nous explique bien comment il fait pour chercher. Il cherche. Voilà. Il a cette préoccupation. C'est un problème qu'il sait donner, qui existe dans la communauté scientifique, qui est bien identifié. Il y a un problème. Ça résiste. Il cherche. Fait la sieste. Ah, ça va mieux après. Et oui, importance du sommeil. J'ai un séminaire sur les neurosciences hier avec quelqu'un qui rappelait que le sommeil, ça permettrait vraiment... il le dit tout banalement dans son ouvrage. Et puis, il ne cherche pas tout seul. Il est en train de faire un séminaire aux États-Unis. Il a son élève, disciple et collègue qui est en échange avec lui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour lui envoyer des messages et lui faire des pages. Et l'autre est capable de lire ça et de dialoguer avec lui. Et il y a 2 facettes dans les mathématiques. Hein. Il y a le chercher, il y a le restituer, il y a le comprendre, finalement. Chercher, restituer. On le voyait dans des classes, d'ailleurs. Les enfants, vous leur donnez un problème, ils cherchent, quelquefois ils ont trouvé, c'est bien, ils ne savent pas dire. C'est bien plus difficile d'expliciter quand vous n'avez pas les mots en plus. Donc c'est une phase entière de l'activité mathématique. Et puis j'ai cité les 2 ouvrages qui sont disponibles gratuitement, qu'on a fait en accompagnement des programmes. Dedans, vous avez des très beaux articles, notamment sur le calcul de Denis Butlen et Pascal Maslow, puis d'autres. Toutes les entrées sont bonnes. C'est des ouvrages que j'ai pilotés avec Marie Mégard, ma collègue de l'inspection générale. Le ministère va lancer une campagne, justement, la ministre, Mme Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé ça, vous voyez, c'était une dépêche de l'AEF du 14 novembre, que j'ai lue ici. Voilà, donc on aura une campagne sur les mathématiques, tant mieux. Alors les maths aujourd'hui, elles sont partout, plus ou moins discrètes, elles sont dans les ordinateurs, mais je ne suis pas sûr que les enfants les voient, les mathématiques. C'est difficile de voir les mathématiques. En Polynésie, les enfants ont peut-être encore acheté leur pain, mais dans l'Hexagone, c'est devenu difficile. On hésite à envoyer un enfant dans la rue, il y a beaucoup de voitures, etc., c'est dangereux. Puis de toute façon, on paye presque plus rien, donc les enfants ne voient plus la monnaie. Le contact avec les nombres est devenu compliqué. Mais néanmoins, on peut le voir. Là, il y a un maître, j'ai mis les références, on n'ira pas, on n'a pas le temps d'aller voir ce maître dans une classe, qui dit, les enfants, on va aujourd'hui chausser nos lunettes mathématiques. Alors ils font simplement le geste, ils ne mettent rien. Mais d'un coup, je regarde leur classe différemment. Alors j'ai fait le geste dans une classe, puisque cette semaine, il y avait la collègue doit être dans la salle, et il y avait un cours qui portait sur un problème multiplicatif. Et puis j'ai demandé aux enfants à la fin de trouver eux-mêmes des problèmes multiplicatifs. Et dans la classe, il y avait 11 feuilles d'une espèce d'album, une espèce d'exposition. C'était très bien fait. Et sur chaque page, il y avait 4 photos. Voilà. Vous aviez une multiplication sous les yeux. Soit vous voyez les 11 feuilles, et avec une belle exposition, soit vous prenez vos lunettes mathématiques, et vous voyez là, visuellement, se forme dans le cerveau l'image du 11 fois 4. C'est ça, avoir une multiplication. Alors justement, à ce propos, la question qui nous occupe, apprendre et enseigner les mathématiques, c'est très complexe. Alors je reprends cette diapositive que j'ai empruntée à une autre illustre mathématicienne, maître de conférence,
à Rouen. J'ai mis Dijon ici, Denis, parce que c'est une conférence qu'on donnait à Dijon. Et je vais vous demander de faire finalement le petit exercice là. Vous allez essayer de me trouver la réponse à ces 4 questions. Et si vous voulez bien lever la main dès que vous avez trouvé la réponse aux 4 questions. Alors, j'essaie d'être interactif. Oh, c'est lent. Tout le monde entend bien? Merci. Alors, la question, elle est calculer le nombre de tulipes. Oui, c'est des tulipes. Calculer le nombre de tulipes dans un massif. Donc, il y a 4 questions là. Le massif, évidemment, si je le lis, je facilite l'appropriation. Un massif de fleurs formé de 60 tulipes rouges et 15 tulipes jaunes. La deuxième question, c'est un 60 rangées de 15 tulipes. La troisième, 60 fleurs formées de tulipes. Et à chaque fois, vous calculez le nombre de tulipes. Alors maintenant, qui a trouvé? Alors je repose ma question, qui a trouvé? Bon, stop. Vous avez tous trouvé, et vous avez trouvé très rapidement. La question c'est, comment se fait-il? Comment vous fonctionnez? Comment le cerveau fonctionne? Comment se fait-il on parle souvent des énoncés, de la difficulté de lecture, de la difficulté des énoncés. Il y a eu des tonnes d'études sur les énoncés de problèmes. Comment se fait-il que c'est des énoncés très simples, très épurés, avec les mêmes mots, c'est pratiquement les mêmes mots. Comment se fait-il que ça déclenche dans un cerveau d'adulte, en général, pas seulement d'enseignants, les 4 opérations? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se trompe pas? Comment on a appris ça? Donc, on vous a forgé un automatisme. Vous savez que sur tel type de situation, vous déclenchez un automatisme. Et vous n'allez pas vous tromper. Un massif de fleurs formé de 60 tulipes rouges et 15 tulipes jaunes, si vous avez appris, vous n'allez pas faire 60 moins 15 ou 60 multiplié par 15. En revanche, si on dit 60 rangées de 15 tulipes, alors on a beaucoup travaillé sur les mots inducteurs. Mais il n'empêche qu'ils sont, si vous ne les comprenez pas, là il faut comprendre les mots. La situation elle est très simple. Ben voilà, un des objectifs de l'école, c'est quand même de comprendre ça, c'est de comprendre qu'il y a des situations typiques et qu'il faut les apprendre pour déclencher des réactions typiques. Après, il y a une deuxième compétence qui était nécessaire dans l'exercice, qui est une compétence calculatoire. Bon, là, effectivement, il faut savoir faire 75, 60 plus 15. Il y a plein de techniques possibles. Mais comme j'ai dit que je ne parlais pas des techniques, je n'en parle pas. Dans les difficultés, donc vous voyez, les difficultés des maths, c'est ça. L'enseignement en France, on a mesuré son degré. On appelle ça un enseignement anxiogène. On a fait des comparaisons. Il y a des gens de Dijon qui ont sorti des éléments, de Nimeret en particulier, comparé avec les États-Unis. Notre enseignement est anxiogène. Pourquoi il est anxiogène? Posture de l'enseignant. Aux États-Unis, l'enfant, même de niveau collège, n'hésite pas à poser des questions. Le côté anxiogène, c'est plutôt au niveau des collèges pour les mathématiques. Il faut avoir un maître qui aide. Il faudrait que les mathématiques, ce soit tous les jours ludiques. Alors j'ai un collègue ici qui pilote ce magnifique défi mathématique. C'est magnifique, il en faut. Mais il faudrait que ce soit tous les jours des défis. Aujourd'hui, on va jouer, même si c'est calculer des tulipes 60 plus 15. C'est toujours un jeu, toute situation mathématique peut être ludique. Donc la semaine des maths, c'est toute l'année. Et dans ces conditions, ça va vous donner des maths plaisir. Il faut que vous l'ayez éprouvé vous-même. Il faut que les maths soient un plaisir. Ce plaisir, on peut le décliner. Les maths, c'est un plaisir de comprendre. C'est un plaisir de savoir. On peut dire ce qu'on sait. Même simplement la table d'addition. Un enfant qui sait par cœur sa table d'addition et qui peut dire à son papa, sa maman, son papy, etc., que 3 plus 3, 6, etc., et pareil pour les multiplications, c'est un plaisir de savoir quelque chose ou qui sait faire quelque chose, de savoir faire.
de trouver, d'expliquer. Et puis finalement, tout ça, c'est qu'on prend un pouvoir sur le monde. Alors, là, je vous ai mis ces petites diapos après, elles sont extraites d'une recherche que l'on fait sur 200 classes de CP, matériel que je donnerai aux conseillers pédagogiques, qui les ont d'ailleurs, avec des universitaires de plusieurs universités, Bretagne, Lille, Paris 8, Marseille. Tout est numérique, tous les matériaux sont numériques, ça peut se projeter. Bon, voilà, on est chez les enfants de grande section ou de CP. Une simple diapositive comme ça, c'est une vraie situation mathématique. Voilà. Ça, évidemment, je peux voir que des points rouges, ou je peux voir 2, 3, 4, et former dans mon esprit plein de problèmes. Ben voilà, 4 plus 2 plus 3. Et puis si je passe à la diapo suivante, ici c'est déjà quelque chose d'un peu, le mettre à une intention didactique un peu plus importante, parce que évidemment il y a 3 et 2, on le voit tous. Et donc on a 3 plus 2, et on a 5 et 10. Ici c'est encore autre chose. On va regrouper le 6 et le 4. Mais ça, il faut arriver à le voir. Il faut avoir automatisé cette question. Pour entrer dans la numération, j'ai des formes qui sont automatisées. Je ne suis pas encore dans les chiffres. Je suis simplement dans des points, dans des représentations. Je suis dans des mots-nombres, 6, 4, mais après tout, je forme 6 plus 4, 10. C'est entre les mots-nombres que ça se fait, ce 6 plus 4 égale 10, et j'ai associé ça. Je peux l'écrire. Si j'ai celle-ci, vous voyez tout de suite que vous avez 4 paquets de 5. Et donc pour vous, vient 5 plus 5, 10, 10 plus 10, 20, ou 15 plus 5, ou 5 fois 4, etc. Et je forme comme ça le concept du nombre, autour du nombre, et pas encore de numération, mais autour du nombre. Quand j'ai ici, ça se complique évidemment. Mais je vois ici, vous avez tout de suite vu, c'est perceptif, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de compter. Vous avez vu 9 paquets de 6. Et pour vous, le 54 est arrivé. Au passage, d'ailleurs, sur l'apprentissage des tables de multiplication, on se le disait cette semaine, on sait bien que les multiplications, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus résistantes que d'autres. Mais si vous laissez, par exemple, un tableau de multiplication, table de Pythagore, vous savez bien que les difficultés des enfants, elles sont qu'à un endroit. Elles sont que dans le carré inférieur droit. Et que dans ce carré inférieur droit, vous avez déjà la diagonale qui est plus facile à apprendre. 8 fois 8, 7 fois 7. Donc finalement, il n'y a que quelques endroits qui sont résistants. C'est cela qu'il faut travailler. Et au passage, je le dis, en matière d'affichage didactique, on affiche et après on enlève. Si vous voulez que ce soit mémorisé, il ne faut pas laisser l'affichage et le résultat sous les yeux. Il faut que l'enfant il aille chercher non pas sur les murs, mais dans sa tête. Si j'ai ce panneau-là, vous voyez qu'il est inducteur aussi, où il permet de construire des choses. Des lignes de 4, 3 lignes de 4, 3 lignes de 5, 3 lignes de 6. Évidemment, je suis simplement dans la construction du nombre. Je peux être aussi dans la numération, voire dans le calcul, mais je n'ai pas écrit de calcul. Je fais des regroupements. 6 plus 4, 10. 3 fois 10, 30, etc. Autre type d'exercice pour entrer dans le nombre. Sans compter. Donc j'annonce avant de me montrer, on parle souvent des étapes. Pour résoudre un problème, tu vas schématiser. Quelquefois, c'est le schéma qui est un obstacle à la résolution. On a une collègue dans la salle, on a vu un très bel exemple cette semaine, c'est très très intéressant de voir comment une proposition très intéressante de schéma paralyse l'élève. Pas tous, quelques-uns. Sans compter, trouver le nombre de tulipes, d'œillets, puis de fleurs sur la diapo suivante. Donc, l'élève s'attend à un exercice, mais on donnait la consigne avant, voilà l'exercice. Donc, il sait ce qu'il doit faire. Autre exemple d'exercice. Sur la diapo suivante, il y a 4 fleurs en tout, il n'y a qu'un seul œillet, combien de tulipes? Vous voyez, je travaille, je mets en mémoire d'évolution du problème, disent les didacticiens. Voilà, le problème est là, il n'y a pas de schéma, mais on doit s'attendre à avoir quelque chose. Alors, idem ici, pareil. Alors, finalement, les mathématiques, apprendre des techniques ou apprendre à réfléchir? Bon, la réponse, elle est simple, hein. C'est les deux. Exemple, on l'a vécu dans une classe hier. J'ai demandé à des élèves de CM2 cette question-là. Vous la connaissez, fait partie des évaluations nationales, elle a été posée sur Canal+ à un ministre, Luc Châtel.
Et il a répondu 16,5. Et il a dit au journaliste, mais avec des questions comme ça, vous me piégerez toujours. Et le journaliste lui a dit, mais c'est les évaluations de CM2. C'est en ligne, hein. C'est en ligne sur YouTube. Vous avez la réponse? Merci. Vous avez dit 33. Mais pour le faire, 10 objets coûtent 22, vous avez été capable, avec les moyens que vous avez, de vous dire, ben, vous voyez dans le nombre, moi je ne suis pas dans le calcul, je suis que dans la numération. Numération, c'est comprendre le nombre. Entre 10, j'ai 10, 22 et 15, j'ai des automatismes en tête, mais je suis capable de déceler le rapport entre 10 et 15. Pas pour faire 1,5, pour comprendre que 15 c'est 10 plus 5. Et que je vais en déduire un raisonnement que si 10 objets coûtent 22 €, 5 objets coûtent 11 €, et donc 15 objets, et j'utilise bien les deux propriétés de la proportionnalité, de la linéarité. Et si j'ai le même exercice, les mêmes mots, exactement les mêmes mots, il n'y a qu'une donnée qui change. La résolution de ce problème est très différente. Parce que du coup, si 3 objets coûtent 22 €, combien coûtent 15 objets? Là, je vois un rapport multiplicatif entre 3 et 15. Et donc, je fais 22 fois 5. J'ai peut-être une difficulté calculatoire après. Mais bon, ça fait 110. Et quand on est à 4 objets, vous vous rappelez la situation, ça devient plus compliqué, c'est pas écrit. 4 objets, non mais oui, du coup, il faut bien penser à ça dans les apprentissages. Quand vous écrivez quelque chose, quand vous ne l'écrivez pas. Du calcul rapide ou du calcul mental, du calcul écrit. Bon, ça c'est très important. Vous vous rappelez, vous avez 4 objets pour 22 €. Je réactive la mémoire. Combien coûtent 15 objets? Comment je vais faire? Cette fois, je suis pratiquement obligé de passer par la traditionnelle règle de 3 qui va me faire diviser 22 par 4 et de trouver le prix d'un objet. J'aurais pu le faire systématiquement, autrefois on aurait pris la règle de 3 et on aurait tout fait, prix à l'unité, etc. Mais on aurait eu d'autres difficultés, parce qu'on aurait eu à multiplier dès le départ par des nombres décimaux ou fractionnaires. Donc ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, donc là je meuble un peu pour vous dire que l'exercice d'après va être un peu plus compliqué parce que je vais le dire oralement. Du coup, je peux inverser ce que j'avais mis, un cycliste qui faisait un trajet entre deux villes de A et B. On peut imaginer une pirogue, mais je ne crois pas qu'on aille à 30 km/h. Et j'ai mis 30 km/h. Donc on va garder mon cycliste. Il va de A à B et il va à la vitesse 30 km/h. Il revient à la vitesse de 20 km/h. Les villes sont distantes de 30 km. Quelle est la vitesse moyenne? Je vous redis, de A à B, il a fait 30 km/h. Je reste dans ma gamme d'exercices. Je suis toujours dans l'apprentissage de la proportionnalité. Pour vous dire que, voilà, si on veut savoir si les élèves maîtrisent la proportionnalité, il y a des niveaux auxquels on maîtrise, selon les types d'exercices. Le premier exercice, il est réussi en CM2 à 30%. C'est la diapo d'après. Vous avez trouvé, au fait, la réponse à ma question? Alors, je reviens sur ma diapo. Merci. Donc, c'est pour savoir, c'était pour tester si j'avais bien tout mon diaporama en tête par cœur. Question de mémorisation. Donc, j'ai entendu 25 et j'ai entendu 24. Voilà, ça c'est très intéressant de réfléchir à ça. Et après, de comprendre. Donc, la plupart des gens disent 25. Il y a une prégnance, et puis il y a 30, il y a 20, puis on donne l'exercice, ça doit être facile, ça doit être rapide. Voilà. Et pourtant, c'est très simple, il suffit de réfléchir. Et pour réfléchir, il faut revenir aux notions qui sont en jeu. Il faut se dire qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est une distance divisée par un temps. Et donc, il fait combien de kilomètres? 60 kilomètres. Combien de temps il met? 30 kilomètres, heure, 30, donc 1 heure pour y aller, 1 heure et demie pour revenir. 2 heures et demie au total. 2 heures et demie, c'est 5 demi-heures. Donc je divise 60 par 5, je trouve 12, multiplié par 2, 24. Donc ceux qui ont trouvé 24 ont gagné. Donc 30%.
Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui? Est-ce que c'est important? Alors, le triptyque lire, écrire, compter est-il d'actualité? J'ai l'habitude de dire oui. C'est pas remis en cause. Simplement, je répète, il faut lire numérique, écrire numérique, compter numérique. C'est repenser à chaque fois quand on apprend sur chacun de ces items. Qu'est-ce que c'est que écrire numérique? Ben, c'est écrire. C'est écrire, c'est quand on va concevoir un texte, ben, on va le faire, on va le mettre sur son blog, on va le diffuser. Voilà, on écrit dans le monde du numérique. Qu'est-ce que c'est que lire numérique? Ben, c'est d'avoir sur sa tablette, sur son ordinateur, un certain nombre de textes, des livres, puis on lit numérique. Et puis on fait des recherches numériques. Qu'est-ce que c'est que compter numérique? Ben, c'est un peu pareil, c'est qu'on est dans le monde numérique, donc on compte, on s'aide, ça commence avec les calculettes, on l'a vu cette semaine aussi, un petit exercice assez simple, on demande à des enfants de calculer, une série de calculs, vous calculez d'abord dans la tête, puis vous vérifiez, notion de preuve, vous vérifiez avec la calculette. Et voilà un petit exercice très simple, où on est dans le monde numérique. Moi, j'ajouterais fondamentalement dans le lire, écrire, compter aujourd'hui, il y a d'autres choses, il y a apprendre à chercher, à classer. Tous les enfants vivront, déjà comme nous, avec un ordinateur, et ils vont avoir des choses à classer. Apprendre à classer ses affaires. Autrefois, on apprenait à ranger son sac, apprendre à ranger son ordinateur, c'est fondamental. Et c'est devenu très compliqué. En faisant ça, je travaille sur une notion, c'est la mémoire. Il faut apprendre aux enfants ce que c'est que la mémoire. La sienne, et puis aussi la mémoire des ordinateurs, qui est extrêmement volatile. Les enfants seront amenés à travailler autour de leur vie sur combien d'outils numériques. Déjà vous avez changé d'ordinateur, de tablette combien de fois? Et vous n'avez pas des problèmes, vous repassez votre fichier d'adresse d'un endroit à un autre? Vous y retrouvez bien? Vous ne perdez pas de mémoire à chaque fois? Donc apprendre à l'école. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les documentalistes. Pour moi ce qui est fondamental, ce n'est pas la classification CDI ou DIY. Ça a été inventé au XIXe siècle. Ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à classer. Son outil. Il y a des méthodes pour ça. Alors, ce qui me semble très important, vous voyez, j'aime bien Cédric Villani, il a eu une phrase il n'y a pas très longtemps dans un nouveau journal qui s'appelle le 1 Hebdo, et il a dit que pour lui, c'est faire briller les yeux des enfants. Et ça, je trouve ça très très juste. Si on arrivait jusqu'au lycée à faire briller les yeux des enfants et des adolescents, s'ils avaient envie d'apprendre, bon, il n'y a pas que lui qui l'a dit, il le dit dans un contexte numérique où effectivement la tendance et le papillonnage, etc., etc., et lui qui est une somme de connaissances, pas qu'en mathématiques. Il a une connaissance, son papa et sa maman sont tous deux profs de lettres. Bon, je ne dis pas qu'il y a mais il a vécu dans un univers de culture, il est musicien, etc. Bon, voilà. Et il dit ça, il faut apprendre comme ça. Alors après, les programmes de 2008. Les programmes de 2008, pour vous 2012, on a voulu faire... C'est vrai que c'est un changement assez copernicien par rapport aux programmes qui ont eu lieu alors pour l'Hexagone, enfin pour la France, les DOM, je ne sais pas comment c'est en Polynésie, mais les programmes c'est 80, 85, 95, 2002, c'est à peu près toujours la même chose. Là, on a fait un changement sur les mathématiques avec l'idée qu'effectivement, il faut travailler de manière plus progressive. Ces programmes, sans négliger le développement de la créativité, de l'imagination, y compris en mathématiques, il faut un apprentissage structuré, explicite des notions. Il faut un équilibre entre les automatismes et puis l'intelligence qui est derrière. Il n'y a aucun automatisme sans intelligence. Donc c'est un équilibre, on le dit dans les deux cycles. J'ai bien regardé les programmes 2012, j'ai comparé avec les programmes 2008, j'ai vu ce qui était ajouté, quelques lignes sur les jeux et puis préambule. Le reste c'est pareil, puis vous n'avez pas les grilles qui sont derrière. Voilà les points clés des programmes 2008-2012. Enseignement explicite, un programme précis, équilibre automatisme, résolution de problèmes, mise en fonctionnement des notions. Ça, c'est très important. On ne peut pas apprendre une notion
et aller vers des acquis solides si les notions ne sont pas mises en action. On ne peut pas apprendre la multiplication si on ne fait pas des exercices de multiplication. Voilà, ça paraît banal, mais on ne peut pas apprendre. Il y a pas des... et on commence tout de suite avec des situations réelles. Progressivité, aide à l'élève immédiate. Je pense que dans les évolutions, je l'ai déjà dit, du métier d'enseignant, l'attention qui sera portée à chacun, c'est quelque chose qui va croître. On avait inventé l'aide personnalisée. Ça, c'est quelque chose qui est très important, mais pas différer après la classe. L'aide personnalisée, autant que possible, se libérer d'un certain nombre de tâches expositives pour aller vers les élèves et comprendre là où il y a des erreurs, j'y reviendrai. Et puis, valoriser les réussites. Quelques mots sur la structuration du nouveau socle. Il n'est pas du tout disciplinaire. Il y a un combat terrible actuellement sur les tenants des disciplines et les autres centrés sur des pédagogies, des projets, etc. Le socle a pris position. Les entrées sont des entrées qui sont non disciplinaires. Je vous rappelle que le socle précédent, celui qui est encore en vigueur, ici et ailleurs, il est structuré sur des entrées disciplinaires. Les 5 entrées de la loi de 2005, c'est la langue française, enfin 5 plus 2 entrées, parce que le décret de 2006 a ajouté 2 entrées. Donc je prends ces deux entrées-là. Donc on avait un décret qui n'était pas conforme à la loi, c'est comme ça arrive. Première entrée, la langue. Deuxième entrée, langue vivante étrangère. Troisième entrée, sciences et maths, qui étaient regroupées. Quatrième entrée, les TUIC, technologie usuelle de l'information et de la communication, il était temps de changer. La culture humaniste en 5. Et puis le législateur, il avait oublié tout ce qui était autonomie, sociabilité, etc. L'apprendre à apprendre dans le pilier 7. Là, vous voyez que c'est changé. On met en premier les langages, qui sont évidemment très transversaux, tous les langages, les méthodes et les outils, la formation de la personne et du citoyen, l'observation et la compréhension du monde, et les représentations du monde et l'activité humaine. On peut critiquer, mais les disciplines sont priées de s'aligner sur ces réflexions générales. Alors ça donne ça. Vous aurez le diaporama et les références, évidemment. En maths, par exemple, on dit simplement, et ce sera l'enjeu à la fin du socle, vous voyez, en maths, l'élève a compris ce qu'est un système de numération. Il donne sens à l'écriture et à la lecture des nombres, ce qui lui permet le calcul. Donc ça, c'est très important, c'est très bien rédigé. C'est bien dans la compréhension de la numération qu'on peut calculer, mental et écrit, exact et approché. On néglige le calcul approché. Or, bien souvent, c'est le calcul approché qui est plus important. Je pense que tout à l'heure, Denis va parler abondamment. L'estimation et le contrôle, voilà des mots très forts. Quand j'étais élève, on ne faisait jamais une multiplication sans faire la preuve par 9. Après, j'ai appris que ce n'était pas toujours juste, mais on vérifiait. J'ai vu dans des classes que chaque fois qu'un élève faisait une soustraction, il faisait l'addition inverse. Ça, c'est parfait. Je trouve qu'il faut contrôler. Bon, je pense que je n'ai pas le temps d'approfondir. Le mot curiosité me semble très important. Organiser son travail. Dans le domaine 4, ici, on explique comment les maths sont utiles aux autres disciplines. Souvent, les enfants disent « Mais à quoi ça sert, les maths ?» quand ils sont un peu plus grands. Et c'est là où vous trouvez dans le code, dans le socle, cette introduction qui n'existait pas. L'élève va recevoir une formation sur les règles, les processus et les règles des langages informatiques. Et il va être capable de créer des petites applications informatiques. Alors, maintenant, je voudrais vous dire quelques mots un peu plus mathématiques et psychologiques ou cognitifs. Sur la question de la numération, pour bien maîtriser ces champs, il faut quand même avoir des connaissances minimales en mathématiques et puis des connaissances peut-être encore plus approfondies sur les mécanismes cognitifs. En maths, qu'est-ce qui me semble, là en quelques secondes, qu'est-ce qui semble important à connaître? Sur la découverte du nombre. Alors on sait de plus en plus de choses chez les enfants petits. Grâce aux neurosciences, vous avez maintenant des études chez les enfants, chez les bébés, mais tout petits. Si vous allez regarder, je donnerai la référence aux collègues
conseillers pédagogiques, peut-être qu'ils auront le temps d'ailleurs de visionner le film. Il y a une universitaire de l'équipe, une chercheur de l'équipe de Stanislas Dehaene, qui fait des tests de connaissance des nombres chez les enfants de 36 heures. C'est petit. 36 heures. Et qu'est-ce qu'on apprend? Vous verrez les protocoles, elle les montre très bien dans cette conférence qui est en ligne. Qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend que les enfants ont déjà une perception, en gros, de la taille des nombres. Ils n'ont pas une perception du nombre. D'abord, ils ne vont pas dire que c'est 2 ou 3, mais ils regardent les yeux, et puis ils voient que présenter telle ou telle planche. Donc, il y a une connaissance déjà intuitive du nombre. Voilà. Donc on ne peut pas dire que l'enfant arrive à l'école maternelle sans aucune connaissance mathématique. Il y a des connaissances proto-mathématiques. Voilà, alors on les connaît, on sait que, bon après on parle de subitizing, on sait que la connaissance implicite de 1, 2 et 3, etc. Puis après on arrive à la connaissance de la file numérique. Alors, les nouveaux programmes de maternelle, qui là viennent de sortir, ne sont pas encore validés, définitivement, mais ils disent des choses plus précises que les programmes, ça je dis pour les collègues qui sont particulièrement, il y en a pas beaucoup de cycle 1 ici, mais l'inspectrice est là, elle est conseillère pédagogique. Donc les programmes de maternelle ont une entrée mathématique, ce qu'on n'avait pas dans les programmes précédents. Donc on a identifié, et dans le champ mathématique, il y a un champ qui est sur le nombre. Et donc on a même mis des paliers 10, 20 et 30. Parce que, voilà, alors, la connaissance de la file numérique, effectivement, elle n'est pas immédiate. Et donc, pour arriver à la stabilité, à bien la connaître, il y a ces 5 principes-là que je n'ai pas le temps de donner. J'ai simplement cité, pour ceux qui ont un appétit de lecture, le dernier ouvrage d'Olivier Houdet, qui s'appelle « Apprendre à résister ». Il parle cognitivement, et il dit des choses que Bachelard disait déjà il y a plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'une connaissance, ça se construit souvent contre une connaissance intérieure. Et lui, il dit, il repense à Piaget, et quand vous avez le fameux test où vous avez 5 objets, ou 5 objets répartis comme ça, et puis vous en avez 6, mais ici, l'enfant, quand on demande où est-ce qu'il y en a le plus, la prégnance de la longueur fait qu'il peut se tromper. Donc, c'est ce que Houdet dit qu'il faut inhiber, que le cerveau doit inhiber sa connaissance immédiate. Alors, sur la numération, évidemment, la difficulté de l'apprentissage dans toutes les langues, c'est que la numération orale et la numération écrite, ce n'est pas la même chose. La numération orale, elle a un nombre fini de termes. La numération écrite, elle fonctionne avec un nombre de chiffres limité. Je n'ai pas le temps de voir ça. Ça, j'ai mis une référence d'un enseignant, mais je n'ai pas le temps. Là, j'ai mis ce panneau-là parce qu'on s'est posé la question depuis le début de la semaine, est-ce que le passage par la numération en tahitien pourrait aider les enfants parce que j'ai appris qu'effectivement, c'était comme la numération chinoise, c'est-à-dire qu'il y a des régularités qu'on n'a pas dans la langue française. Voilà, c'était une hypothèse. Bon. Mais en faisant quelques tests, j'ai vu que les enfants n'avaient pas cette connaissance spontanée de la numération très loin. Numération écrite décimale, simplement un rappel, mais il est fondamental. Ça, c'est la base. Bien comprendre ce que signifient les chiffres, la position des chiffres, et bien travailler dès le départ. Ça donne un principe de construction de la numération. Travailler sur la décimalité, faire les échanges, travailler sur le composé-décomposé, ça, dès le CP, dès la maternelle, multiplier les exercices dans l'activité qu'on présentera la semaine prochaine, automatisme et compréhension à l'école. Les enfants ont un journal du nombre. Et dans ce journal du nombre, tous les jours, ils écrivent des nombres. Voilà, donc 10, ils savent que c'est 9 plus 1, 8 plus 2, mais c'est aussi 7 plus 1, plus 1, plus 1, etc. Et multiplier ça et que les élèves aient du plaisir rien qu'à faire ça, voilà, des maths plaisir, c'est ça. Ils ont du plaisir à écrire des choses qu'ils savent. Mais en le faisant, ils les mémorisent. Très important, composition, décomposition, multiplier ça. Bon, des exercices en ligne, comme le boulier chinois, ça peut aider.
Et puis, la deuxième activité, c'est l'approximation. On n'a pas assez d'exercices en classe sur l'approximation. Bien comprendre que 25, c'est plus près de 30 que 10, etc. Faire beaucoup d'exercices est très important pour le calcul mental aussi. Sur les mécanismes cognitifs, j'approche de la fin. Je dis ça pour vous rassurer. Je sentais que la tension baissait. La semaine dernière, j'étais dans un séminaire sur les neurosciences et un chercheur expliquait la difficulté de la question qui était posée. Et il disait, consigne de l'enseignant, poser et résoudre une addition 25 plus 47. Mais déjà, quand il dit ça, il ferme la situation. Parce que ce serait très différent si il avait demandé combien font ou combien fait 25 plus 47. Dans un cas, il a dit poser. Dans l'autre, il laisse une variété de choix pour calculer 25 plus 47. Et dans la situation la plus pratique aujourd'hui, c'est probablement le calcul mental qui donnera cette réponse-là. Et pour faire un calcul mental de ce type, il faut absolument avoir ancré dans la tête des enfants la décomposition des nombres. Pour faire un 25 plus 47, il y a plein de moyens de le faire. Denis va y revenir, mais évidemment, il faut que je sache que ce qu'est 25 et ce qu'est 47. Et on voit bien le rôle du 5. Comprendre les erreurs des élèves. Vu cette semaine dans une classe. C'est à Tahiti, c'est un bateau qui fait le tour des îles, il a des sacs de ciment, il en a 700, il en décharge première île 200, puis 300, puis 50. L'enfant, il a bien compris le problème, il a bien compris la situation, il a bien posé les opérations. Il a fait 700 moins 200, il a fait 500, mon appareil photo n'était pas bien positionné. Il a fait 500 moins 300, il sait faire des opérations. Puis il arrive à 200 moins 50 et il se trompe. Alors, voilà, on était beaucoup dans la classe et j'ai pu avoir le luxe de comprendre tout de suite. Pourquoi tu fais 200 moins 50 ? Je dis, comment tu fais ? Il m'explique 700 moins 200, pas de problème. Mais il me dit, là, 700 moins 200, vous avez compris. Il y a 5 et 2, les autres, ça ne compte pas. Et comme c'est 5 est plus grand que 2, il fait 5 moins 2. Donc il fait 300. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Comprendre l'erreur. Bon, bien lui faire comprendre ce qu'est la soustraction, et puis s'attacher au sens, s'attacher à la réalité, exiger de l'enfant que sa situation soit cohérente. Il aurait dû se rendre compte que si le bateau a déchargé des sacs de ciment avant, qu'il n'y en a plus que 200, qu'il en enlève 50, ça ne peut pas être plus grand, il le savait. Comprendre l'erreur des enfants, les amener à donner des résultats cohérents. Bon, après, c'est de la diapo est floue, c'est de l'exercice. Voilà l'exercice dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi cet enfant, là, est un autre type d'erreur ? Il faut comprendre pourquoi, dans cette situation-là, qui est une situation visiblement multiplicative pour nous tous, pourquoi il fait 14 plus 21. Et au passage, c'est ce que je disais sur le tableau, on était d'accord avec la collègue, vous voyez l'idée de mettre des étoiles dans quelques lignes et pas dans d'autres, ben, l'enfant il a considéré que le problème, il n'était que sur la partie où il y avait des étoiles, puis il fallait une réponse, il a répondu peut-être en urgence. Voilà, s'intéresser aux erreurs des élèves. Alors la question aussi des doubles tâches, quand vous donnez un problème, quelquefois on peut simplifier le problème en simplifiant les données. Quelquefois les tâches sont trop compliquées. Sur quoi mettons l'accent ? On veut qu'ils comprennent le problème qui est en jeu. Quelquefois, pour comprendre le problème, il faut réduire la taille des nombres, il faut simplifier. Faisons attention à la complexité des tâches que l'on donne. Il y a une espèce de balancier. Autrefois, effectivement, on partait d'exercices très simples, on progressait. Après, on est parti de tâches complexes. C'est important les tâches complexes, mais c'est difficile. Donc le rôle de l'enseignant dans le processus, s'appuyer sur les erreurs commises, faire expliciter les cheminements, faire reformuler, attention aux doubles tâches ou aux tâches complexes, faire des hypothèses sur l'erreur, voir si les erreurs sont systématiques, pour cela poser immédiatement un nouvel exemple, installer les procédures correctes, entraîner par répétition, vérifier à intervalles réguliers que l'ancienne procédure ne réapparaît pas. Finalement, les principes, c'est presque ma conclusion, les principes de l'enseignement, j'ai voulu faire un décalogue.
Je crois qu'il y a un premier principe. Je ne suis pas anti-fichier, mais quand même, vous sentez une petite... je me dis que les maths, ça ne se fait pas essentiellement sur fichier. Ce n'est pas une leçon puis des fichiers. C'est des processus beaucoup plus interactifs. Les enfants ont des situations, ils travaillent. Les situations sont assez simples et on construit et le maître comprendre, intégrer les principes dont je viens de rappeler certains, avoir un enseignement structuré autour de la notion de classe de problème. Denis va y revenir. Avoir un enseignement progressif, spiralaire, c'est qu'on reprend. La proportionnalité, par exemple, les enfants, ils la voient presque dès la maternelle, et puis ils la verront jusqu'au lycée. Réaliser une continuité entre les différents maîtres qui agissent sur un enfant. Alors ici, vous n'avez pas beaucoup de temps partiel, mais en métropole, il y a maintenant les enfants, la règle, c'est plutôt 2 maîtres, à demi-temps. Mais même quand les maîtres se succèdent, si vous avez des élèves en difficulté, qui ont appris une technique de l'addition, une technique de la soustraction, si ce n'est pas la même l'année d'après, pour un élève fragile, c'est difficile. Donc pensez une cohérence d'école. L'élève doit être mis en activité, il doit réfléchir, les notions doivent être mises en action, il faut mémoriser des faits mathématiques et des procédures, sinon on n'apprend pas. Encourager, et si possible parvenir à ce que l'élève ait envie de faire par lui-même. Alors je n'ai pas parlé des grands nombres, mes exemples étaient sur des petits nombres. Et dans une classe, je crois que c'était hier, ou avant-hier, je ne sais plus, c'était hier, non, avant-hier. Bon. Et il y avait le fameux tableau de numération décimale indispensable, les milliers, les millions, les milliards. Et puis, je me suis demandé si finalement, je leur ai demandé, écrivez le nombre, le collègue enseignant a bien voulu me laisser la classe quelques minutes, je leur ai dit, écrivez le nombre le plus grand que vous savez lire. Ils ont réfléchi, et finalement, ils ont trouvé assez vite, certains, 999 milliards, 999 millions, 999 999. Il est passé au tableau, puis si tu ajoutes 1, il ajoute 1, il vient, il fait ses opérations, il met toutes ses petites retenues, une par une. On n'a pas raté une, je dis mais c'est pas la peine. Toutes ces retenues, il a bien appris la méthode, parfait. Il a bien posé plus 1. Hein. Bon. Et il y en avait d'autres qui disaient mais c'est infini. Je dis mais tu sais le lire ça 1000 milliards, ça se dit. Donc on a dépassé le 999 milliards. Alors, jusqu'où on peut aller? Ben, écoutez, ça termine ma conférence. Je vous remercie. Et je vous propose le numérique existant. Tout ce que je dis là, on peut presque le trouver. En tout cas, on peut trouver, j'ai rencontré il y a peu de temps à l'Institut Henri Poincaré, je cite parce que l'Institut Henri Poincaré, c'est un lieu de vulgarisation des mathématiques et de recherche extrêmement important, piloté par Cédric Villani. Et donc, il y avait une rencontre dans le cadre de la fête de la science. Et j'ai rencontré Michael Launay, qui est un jeune chercheur de mathématiques. Et comme ce qu'il fait, il le met sur YouTube, sur une espèce de chaîne mathématique, on en parlera avec les conseillers pédagogiques. Ben, je vous propose 8 minutes, non pas d'entracte, mais de concentration sur ce que Michael va nous dire. On prend que les 8 premières minutes.